Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission littéraire Mots d'ici et d'ailleurs. Mots d'ici et d'ailleurs est une émission proposée et préparée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en collaboration avec l'ARTD. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune pousse de la littérature djiboutienne d'expression française. Une jeune pousse qui a déjà l'étoffe et l'envergure d'un grand écrivain. Il s'agit de M. Souhaib Ali Youssouf. Bienvenue Souhaib dans l'émission. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Souhaib, vous n'avez que 25 ans. Vous vous êtes lancé dans l'écriture très tôt lorsque vous étiez encore au lycée. Vous avez décroché avec brio votre baccalauréat en 2015 et avez poursuivi vos études supérieures à l'issue desquelles vous obtenez une licence en droit à l'université de Djibouti. Vous êtes très actif dans le milieu littéraire. Vous avez été dans le premier comité de la caravane du livre aux côtés d'autres écrivains et vous êtes membre fondateur du café littéraire Gafné. À ce jour, vous êtes l'auteur d'un recueil de poèmes intitulé Bribes d'Estance, publié en 2019 aux éditions Soleil Levant. En effet, à travers cette œuvre, Bribes d'Estance, vous abordez des thématiques diverses et variées que sont entre autres le silence, la peur, le doute, le syndrome de la page blanche. Vous questionnez le pouvoir et les limites de la poésie. Vous vous demandez si l'expression poétique peut impacter la vie des humains et que les écrits poétiques peuvent transcender le cadre spatio-temporel et peuvent par conséquent servir de support culturel aux générations à venir. Vous mettez en lumière le combat sans merci entre le poète muselé par la vindicte populaire et la poésie qui cherche à se libérer. Vous décrivez le poète comme quelqu'un qui creuse son cœur, veille de longues nuits, saisit la muse quand elle apparaît pour dire l'indicible, le tabou, l'interdit. Il est le messager qui exprime avec sa plume ce que personne ne peut le dire. Souhaib, à travers votre recueil, vous portez une réflexion sur le poète et la poésie. D'une manière générale, la poésie est un moyen d'expression du moi, de l'intériorité et de l'intime, en jouant bien sûr sur les sonorités, le rythme, la musicalité. D'ailleurs, c'est comme ça que les grands poètes comme Baudelaire, Lamartine perçoivent la poésie. Vous, en tant que jeune poète, quelle est votre perception de la poésie? En quoi le poète est-il différent du commun des mortels? Merci à vous, M. Mohamed Abdi, et merci à l'Éducation nationale et au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour m'avoir invité à cette très belle émission qui sert en effet de vitrine aux écrivains nationaux afin donc qu'ils puissent présenter leurs œuvres et leurs créations artistiques. En effet, pour répondre à votre question, le statut du poète est très ambivalent.
le rôle et les fonctions qui ont été attribuées aux poètes ont toujours évolué et changé selon que l'on est dans une époque plutôt qu'à une autre et en fonction du goût de l'audience et le public auquel s'adresserait donc le poète. Par conséquent, on ne parle pas de poètes, mais on parle des poètes au pluriel, parce que vous avez le poète engagé, le poète messager, le poète unificateur, le poète prophète, le poète visionnaire comme l'écrivait Hugo, le poète voyant comme l'écrivait Rimbaud. Donc vous avez une multiplicité de poètes. Et c'est donc pourquoi il est très difficile de cerner et de comprendre et de résumer en un seul mot ce que pourrait être donc le statut du poète. Mais toutefois, il faut avouer qu'il y a de traits que partagent tous les poètes en commun. C'est que d'abord, un poète, c'est un être doté d'une certaine sensibilité, une grande même, si je puis dire, et qu'un poète, c'est aussi celui qui sert en effet de chemin pour une vérité, une vision qu'il défend et qu'il fait donc transposer dans ses poèmes. Et un poète, c'est aussi une personne qui est plus proche d'une vérité, qu'il serait donc le seul parmi toutes les personnes qui écrivent, si je puis dire, et qui pourrait donc expliquer au grand public et à l'audience et aux personnes qui lisent. Donc le lecteur, le poète, pardon, c'est cette personne qui émerveille, c'est-à-dire qui joue avec les mots, avec les sonorités, avec le rythme. C'est cette personne qui emploie l'expression ludique dans sa poésie. C'est cette personne qui invite en effet à penser en mettant en valeur un certain nombre de sujets et de thèmes qui préoccuperaient donc la société par exemple. C'est cette personne qui exalte aussi l'âme et invite l'esprit à une certaine spiritualité, à une quête, à une recherche poétique qui tendrait donc vers une façon de déchiffrer des symboles et découvrir des nouvelles vérités et des nouvelles choses. Mais je m'oppose en fait de façon catégorique dans mon recueil cette vision assez simpliste et qui remonte à l'époque d'Orphée et à la légende gréco-romaine qui donc disait qu'il y avait Apollon qui aurait fait don d'une lyre au poète et que le muse aurait appris au poète à en jouer. Tout cela n'est qu'une pure mythologie pour moi, parce que être poète, c'est d'abord 99% de transpiration, d'effort, de travail acharné. C'est ce que je dis aussi dans mon poème Page blanche, quand j'ai dit je passe de nuit sur un seul vers, et chaque nuit lasse me revers. Ma plume me ment, écrire comment, et moi amant de l'univers. C'est donc un combat sans merci, comme vous venez de le dire. C'est un combat que vit un poète dans la vie de chaque jour, dans son quotidien. Un combat qui consiste à trouver le verbe, de verbaliser en effet la vie et de trouver en fait de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes. Et ce qui est le plus dur dans ce combat, c'est quand en effet vous ne trouverez plus le sujet. C'est quand donc vous êtes bloqué devant un vide, devant un silence, et que vous ne parviendrez donc plus à dire ce silence. Très bien, merci. Tous les éléments que vous venez d'évoquer traversent votre œuvre et nous allons voir tout à l'heure, point par point, les différents sujets que vous avez évoqués. Et, comme vous venez de le dire très justement, il n'y a pas un poète, mais des poètes. Vous, en tant que jeune poète, qui commence dans l'écriture, vous débutez dans l'écriture, dans quelle catégorie vous vous inscrivez? Vous êtes un poète engagé? Vous êtes un poète qui juste exprime des sentiments, des émotions? Dans quelle catégorie vous vous inscrivez? C'est une question assez profonde et à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. En effet, je sais dans mon recueil de conjuguer tous ces poètes dans une seule forme, un tout homogène en effet, et de considérer que le poète, sa principale fonction, c'est de dire, c'est de prévoir, c'est d'exalter, c'est d'inviter à penser, c'est d'interpréter, c'est de déchiffrer, c'est d'émerveiller aussi, c'est de parler au public. Donc j'essaie en effet de mettre tous ces poètes dans une seule catégorie et de considérer qu'un poète, il est soit poète de tous, soit poète de rien. Donc le poète, c'est quelqu'un qui
perçoit d'une manière particulière le monde et les choses qui l'entourent. Absolument. Et c'est à partir de ce monde qui vous entoure et des choses-là que vous exprimez, vous interrogez votre moi. Le poète, c'est cet être qui, comme je disais, doté de cette sensibilité qui lui permet d'extérioriser ses intériorités. Et il serait le seul, si je puis dire, par rapport à toutes les personnes qui écrivent, à toutes les personnes qui usent de leur plume, à pouvoir donc exprimer de façon très transparente et de façon très imagée les sentiments et les émotions. C'est pourquoi donc la question poétique, l'expression poétique, c'est donc une expression qui puise sa source des émotions et des sentiments. Et c'est pourquoi on dit que le poète, en écrivant, il est en train d'arracher son cœur, il est en train d'arracher ses émotions et les transposer, les cracher en effet sur la page blanche. Et donc cette page va servir de support à tous ses vécus et ses acquis. Très bien. Venons-en maintenant aux différents poèmes contenus dans votre recueil. En premier, nous allons prendre le poème qui se trouve à la page 39, qui a pour titre « Au poète ». Donc, vous rendez, j'ai l'impression que vous rendez un hommage au poète. Et à la lecture de ce poème, le lecteur a l'impression que vous réhabilitez le poète et que par conséquent, d'une manière implicite, vous envoyez un message à ceux qui le traitent de rêveur, de phraseur, d'une personne qui n'a pas une grande importance pour la société. Mais à la fin de ce long poème, qui est composé de pas moins de 30 strophes, vous dites, dans la dernière strophe, justement, vous dites « Tant que tu serviras la cause la plus noble qui te lie aux comètes et que tu feras taire et le mal et l'ignoble, tu resteras poète. » Alors, quelle est cette cause noble que défend le poète? En effet, dans ces poèmes, qui est donc, comme vous l'avez mentionné, très lent, et qui fait un résumé de ce que c'est qu'un poète, et dans lequel aussi j'ai résumé le combat que vit un poète avec la société, en expliquant que d'abord il est rejeté par toutes les classes sociales et particulièrement par la société bourgeoise qui, au XVIIIe et au XIXe siècle, qui considérait que le poète, c'est un être qui est inutile tout simplement parce qu'elle défendait tout simplement l'idée utilitariste qui repose donc sur le travail et que un poème ne remplit pas un ventre vide, comme l'on disait en français. Je défends que le poète, c'est cet être qui dit les choses, mais qui le dit avec une certaine musicalité, avec une certaine sonorité. C'est cette personne qui explique, qui déchiffre, qui découvre, mais surtout qui dénonce, voyez-vous. Donc le poète, c'est aussi cet être qui essaie d'être le porteur d'un message et l'explicateur des souffrances du peuple. Donc un poète, c'est aussi le miroir du peuple, c'est aussi le miroir de toutes les personnes qui souffrent. Et un poète doit servir à la cause la plus noble parce qu'il doit représenter sa société, il doit représenter surtout sa culture. Et justement, lorsque vous dites « ils diront un rêveur, ils diront un songeur à la tête dans la nuit, ils diront qu'il sommeille au long des champs des roses, ils diront qu'il s'évade d'une destinée funeste », il. Exactement. Vous faites allusion à qui? À tout le monde, tout simplement. Et particulièrement aux personnes qui ne comprennent pas la valeur d'un poète. À toutes ces personnes qui considèrent que la poésie, c'est juste un mode d'expression qui est parfois pas inaccessible au public et qui est donc faible, qui ne peut pas exprimer la douleur, qui ne peut pas exprimer la souffrance, qui est très faible. Je suis en train donc de faire allusion à toutes ces personnes, tout simplement. Et je leur dis que non, le poète, oui,
il vit ses traits et il vit ses souffrances, mais il est en train de le surmonter. Donc il est dans ce combat, et donc ce combat, il est inégal, il est très difficile, mais au final, il va gagner. C'est pourquoi donc je dis que tant qu'il va rester poète, il va donc toujours servir à la cause la plus noble. Donc là, vous évoquez le combat qu'il y a entre le poète et l'écriture. Un combat entre le poète et l'écriture. Mais le poète, il peut être porteur, un défenseur d'une cause politique, culturelle, philosophique, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Et c'est aussi le propre de la poésie. Le propre de la poésie, c'est d'être le reflet de tout ce que la société vit. Donc le poète, il est aussi le messager, le porte-parole. Il est donc cette personne qui exprime pas seulement ce qu'il vit, mais ce que toute la société vit. Très bien. Venons-en maintenant à votre poème qui se trouve à la page 59 et qui a pour titre « Emporte-moi ». Alors, dans ce poème se dégage une certaine mélancolie, ce que je dirais un spleen baudelairien du poète. Il semble que le poète qui s'exprime ici est étouffé, puisqu'il dit « Je souffre, je languis, emporte-moi, emporte-moi loin d'ici ». Et le lecteur a l'impression que le poète engage une discussion avec quelqu'un qu'il a du mal à cerner. De qui s'agit-il? En effet, dans ce poème, qui donc s'inscrit dans la deuxième partie, c'est plutôt une discussion avec la poésie en tant que telle. Et dans cette partie, je résumais toutes les difficultés rencontrées par le poète quand il est en train de composer ses vers. J'ai parlé de la question du silence, je parlais de la question du doute, de la question de la peur, du syndrome de la page blanche. Et dans cette partie, dans ce poème particulièrement, je parle du silence qui est cet être qui est en train d'enchaîner le poète pour qu'il ne puisse plus écrire. Et je demande au poète, tout comme dans le poème Joute, de se libérer de ces chaînes et donc d'aller voir le monde libre, d'exprimer ce qu'il a au fond de lui et donc de verbaliser l'indicible. Donc c'est une discussion avec la poésie. Vous êtes en train de personnifier en quelque sorte la poésie et la discussion s'engage entre le poète et la poésie. Exactement. Maintenant, à la lecture du poème qui a pour titre « Ô bombe », lorsqu'on lit ces poèmes, le lecteur sent que le poète est en train d'exprimer un sentiment d'horreur, de désolation. Puisque vous dites « l'homme a tout tué », l'arbre, le champ, le cendre. Sous son règne, l'empire du mal s'est établi. Et on sent également une certaine révolte de la part du poète, puisque dans la dernière strophe, le verdict du poète est sans appel. Notre terre, qui hier fut verger et douce, elle perdit de son temps sa joie qu'on la lui prive. Qu'est-ce que vous dénoncez à travers ce poème qui a pour titre « Ô bombe » ? Alors dans ce poème, je dénonce toutes ces guerres, je dénonce tous ces conflits, je dénonce toutes ces tensions que vit donc notre monde. Il s'agit aussi de dire que j'avais écrit ce poème suite à une petite histoire qui m'avait vraiment ému. Il s'agit d'un jeune enfant syrien qui mourait et qui avait laissé comme dernière phrase en rendant l'âme, je dirais à Allah tout ce qui s'est passé. Donc cette phrase a été si profonde au point donc je me suis mis à écrire afin donc d'immortaliser ces mots. J'essayais donc à travers ce poème de discuter avec l'être humain en tant que tel afin qu'il puisse être en paix avec tout, avec la nature, avec l'autre être humain,
avec cette terre qui ne lui appartient pas et qui va donc la quitter plus tard, avec les enfants, avec tout le monde. Et j'essayais à travers ce poème d'être le porte-parole de la paix et donc de dire à tout le monde de cesser parce que le monde, il souffre à cause de l'être humain. Très bien. Ça, c'est un très beau message destiné à tout le monde et en particulier, en premier, bien sûr, à vos lecteurs. Maintenant, on va en venir à un autre poème intitulé « L'autre moi ». Qui est cet autre moi? L'autre moi, c'est toute personne qui n'est pas moi, philosophiquement. Et c'est cette autre personne avec qui je vis, avec cette personne avec laquelle je travaille et que je la rencontre dans toute ma vie, dans mon quotidien. Et j'essaye, à travers ce poème, de demander en effet à toutes les personnes, malgré les différences, malgré les contrastes sociaux qu'il existe, de dire cette différence, elle nous enrichit. Cette différence, donc, elle est nécessaire parce que c'est un vecteur qui doit mener en effet vers le perfectionnisme et donc vers un monde meilleur. Et dans ce poème, j'ai parlé particulièrement de notre société qui est composée de plusieurs cultures, la culture somalie, la culture afar et la culture donc, arabe. Et j'ai essayé d'être en communication avec les trois cultures et de leur dire, malgré les différences, nous avons beaucoup de similitudes et nous devons donc creuser ces similitudes afin donc de nous rapprocher et donc de mettre l'accent sur cette proximité. Donc, à travers ce poème, vous véhiculez des valeurs quelles sont la fraternité, le vivre ensemble. Exactement. Justement, à la fin du poème, vous dites peau, langue et couleur, patrie n'est que valeur, tout autre est bien leur, sans aucune chaleur. Afar ou Somalie, Arabe, tous on s'allie et la patrie nous lie dans ses roses et ses lits. C'est très beau comme message. Exactement, merci à vous. Très bien. Venons-en maintenant à un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure, la page blanche. Tout écrivain, qu'il soit poète, romancier ou dramaturge, dans l'acte d'écrire, il est confronté à la page blanche et le syndrome de la page blanche. Justement, dans ces poèmes, vous évoquez ce syndrome de la page blanche et par ces poèmes, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Est-ce que écrire est un acte angoissant et douloureux? Justement, avant de vous répondre à votre question, laissez-moi vous raconter une drôle d'anecdote. Il y avait un été, c'était l'été 2016, je me suis enfermé dans une chambre pour le seul but d'écrire un livre qui s'est recomposé d'une centaine de pages. Et à l'issue des 3 mois d'été, je me suis retrouvé avec une cinquantaine de pages et un livre qui est très inachevé. Donc, c'est suite à cet événement que j'avais composé ce poème, en disant que le syndrome de la page blanche, c'est un phénomène que vit chaque écrivain, chaque auteur, chaque poète. C'est un phénomène qui est très significatif et qui donc porte vraiment son sens et qui donc doit être verbalisé, qui doit être dit. Malgré tout, c'est un phénomène que tous les poètes ou tous les écrivains en général essaient d'éviter pour qu'ils ne soient pas traités de mauvais écrivains. Mais moi, j'ai essayé en effet de dire ce thème, de questionner le silence, de questionner cette page blanche qui donc nous terrifie, nous fait peur et nous laisse donc muets tout simplement. Et j'ai essayé aussi à travers ce poème de conceptualiser les silences par le biais de plusieurs procédés littéraires. J'ai essayé à travers l'implicite, à travers le sous-jacent, à travers le sous-entendu, donc de véhiculer ce que c'est que le silence. Le silence, pour moi, c'est un langage à part. C'est un langage parce que c'est en effet un espace ouvert
qu'on donne au lecteur afin qu'il puisse imaginer la suite. C'est en quelque sorte une ouverture, ce qu'on appelle une ouverture dans le langage romanesque. Et le silence, il est très puissant et donc il doit être dit pour moi. Justement, sans ce silence-là, le poète ne peut pas écrire. Il a besoin de ce silence, non? Exactement. Et là, vous montrez très bien cette peur qui habite le poète, qui, quelque part, en panne. Et vous dites, en quête des mots, ma muse se perd, et plein de mots MAUX trace ses repères, des envolées, des sens volés, pour consoler ma face pépère. Et justement, cette angoisse face à cette page blanche, elle se retrouve également dans une autre strophe. Je passe des nuits sur un seul vers, et chaque ennui, las, me revers. Ma plume me ment, écrire comment? Et moi, amant de l'univers. Donc, vraiment, il y a un combat permanent entre vous et cette peur que vous voulez passer. Exactement. Oui, mais aussi, au-delà du silence, là, je suis en train de questionner le thème de le choix du style et le choix donc, de l'expression poétique. Et j'essaie, en effet, à travers là, de me demander si l'expression poétique aurait une certaine force, un certain pouvoir, afin de dire les choses telles qu'elles sont, voyez-vous. Et donc là, j'oppose les deux thèses qui ont toujours traversé l'histoire de la littérature, que sont la littérature poétique particulièrement, que sont d'abord la thèse qui consiste à dire que quand on écrit surtout un poème, on doit dire les choses telles qu'elles sont avec toute transparence, on doit cracher la vérité dans toute sa splendeur. Et l'antithèse qui dit que par exemple, non, on doit employer les images poétiques, on doit utiliser beaucoup d'expressions, beaucoup de procédés littéraires afin donc de changer la vérité. Et donc là, je suis en train de dire lequel entre ces deux mouvements doit-on aborder et comment donc pouvoir dire les choses comme vous l'avez dit. Est-ce que le poète n'est pas perfectionniste dans ce poème, puisque vous dites « je passe des nuits sur un seul vers », quand même, toute une nuit sur un seul vers, est-ce que là vous recherchez la perfection? Oui, je dirais que plutôt le poète c'est un être qui est en quête perpétuelle de la perfection. Le poète, il part du premier point qui est qu'il est toujours imparfait. Il doit toujours rechercher sa plume. Il doit l'avoir. Il doit pouvoir dire ce qu'il a à dire. Il doit employer beaucoup d'images poétiques, beaucoup de procédés littéraires, beaucoup de force. Il doit donc être en mesure... Trouver la musicalité nécessaire. Exactement. Pour pouvoir exprimer le sentiment que vous voulez dire. Absolument. Et là, je suis en train de traduire aussi le labyrinthe infernal que vit le poète, ce labyrinthe qui consiste à dire que l'écrit poétique doit à la fois être à la portée de l'audience, c'est-à-dire l'audience doit comprendre, le lecteur doit comprendre, doit saisir l'intégralité de ce qu'un poète écrirait, ou sinon donc, il n'y aurait plus intérêt de composer de vers. Et l'autre idée qui consiste à dire qu'on doit employer les images de sorte à ce que le poème soit donc une création artistique parfaite, tout simplement. Et donc, le poète, il est perdu entre celui-ci et celui-là, entre ce mouvement et cet autre. Et je résume en effet dans ce poème cette tragédie que vit tout simplement le poète. Donc, écrire une poésie, quand même, c'est très douloureux par rapport à ce que vous nous dites. D'un côté, vous faites attention à vos futurs lecteurs, aux gens qui vont vous lire. Est-ce qu'ils vont accéder au sens et au message que je vais transmettre? Ça, c'est le premier souci du poète. Le second souci, c'est le côté artistique. Est-ce que ce que je dis est beau? Donc, le poète, il est balancé entre ces deux exigences.
Absolument, absolument. Je vous dirais tout simplement que, imaginez-vous que vous êtes invité à un grand événement dans lequel vous devez lire un poème ou plutôt un extrait d'un livre que vous avez donc écrit et vous le lisez et la seule personne qui comprend ce que vous lisez, c'est vous-même. Et donc là, vous vivez vraiment cette horreur parce que vous savez que ce que vous écrivez, ce n'est pas perceptible à l'audience. Et donc, vous êtes tout simplement bloqué. Donc, vous devez essayer de faire en sorte que ce que vous écrivez doit être à la portée, mais aussi satisfaire le public. Parce que, vous savez, le lecteur, il aime trouver quelque chose de beau, quelque chose de sublime, pour qu'il puisse en profiter, tout simplement. Et donc, ce que vous composez doit être satisfaisant au regard de l'autre. Très bien. D'après ce que vous êtes en train de nous dire, j'ai envie de vous poser une question par rapport au titre de votre ouvrage, Bribes d'Estance. Alors pourquoi bribes? Bribes, ce sont des morceaux de strophes. Pourquoi vous avez voulu appeler votre chef-d'œuvre Bribes d'Estance? Bribes d'Estance parce que tout simplement, chaque poète commence par des esquisses, par de petites prémices, par, voyez-vous, des brouillons, tout simplement. Et quand vous savez que des grands écrivains, des grands poètes comme Baudelaire auraient mis plus de 10 ans pour composer Les Fleurs du Mal, ou encore Hugo qui mettait aussi beaucoup de temps à coucher ses mots et ses vers, vous vous dites ce que vous écrivez, ce n'est jamais à la hauteur de ce que les autres écrivent. Tout à fait. Donc vous dites que ces petits poèmes, ce sont des poèmes qui sont à mon simple niveau et à mon niveau très humble, tout simplement. Et ces poèmes, des bribes, parce qu'ils sont encore en état de gestation. Très bien. Avant de donner la parole au public, j'ai envie de vous poser une question sur un des poèmes que vous aimez le plus dans votre recueil. C'est le poème intitulé « Joute ». Joute, rappelons-le pour nos téléspectateurs, c'est un combat verbal. C'est des joutes oratoires. Hein? Là, c'est un combat entre le poète que vous êtes et qui? Un combat, tout simplement, entre le poète et son expression. Un poète qui dit « j'ai peur, je suis silencieux, mon mot est assez faible, il y a beaucoup de contraintes, peut-être que mon expression ne dépasserait pas ce simple cadre de temps et d'espace, servir de support et de patrimoine culturel aux générations à venir. » Et cette expression qui veut se libérer, qui veut donc se libérer du joug de toutes ces peurs qui l'enchaînent, tout simplement. Et pourrais-je le lire pour que le public pourrait le comprendre? Avec plaisir. Joute. 20 supplices du silence, 20 syllabes qui s'élancent, aux paroles sans balance, de fidèles étincelles. Donc là, c'est en quelque sorte un impératif catégorique au verbe. Je dis 20 syllabes qui s'élancent, ce syllabe qui veut donc se libérer, aux paroles sans balance, de fidèles étincelles. Lire où tu jettes ta lys, les couleurs du calice et les odeurs des lys à la nuit de sel. Va, mon évasive rime, de ce mal qui t'arrime, ta mélodie des rimes et soucis s'amoncelle. Va, la nuit que t'es, là où elle se vêtait, de l'immense voile que t'es, son faux sourire de sel. Le résine de tes fans, ta romance qui se fend, tes hymnes si profonds, combien ils ensorcellent. Là, donc, je suis en train de montrer que le poète, en effet, il dispose d'un grand bagage linguistique et poétique, mais qu'il ne peut pas l'utiliser, tout simplement, à cause de plusieurs contraintes qui l'entourent. Va, sentence libérée, épuisée, obérée, et mots qui veulent errer, que ma peur déficelle. Au vide de ta cellule, mes accents te ululent, tous mes sens se pullulent, et je te dépucelle. C'est-à-dire, je te libère. Qu'en volant sur ta nue, ta passion inconnue s'enfuit à ses ameneux quand je te demuselle, quand je te libère. Verbe mêlé au sang,
L'oreille est fille de sang, les caresses des passants et ceux qui la chancellent. Donc le verbe ici, il est mêlé au sang, c'est-à-dire il est mêlé au travail très difficile et au combat sans merci que vit le poète. Le sang, c'est donc un peu comme la sueur. Le silence pend les odes, en poussière qui érode. La lyre qui crie, qui rôde, peut attacher Icelle. Donc le silence, il pend les odes, c'est-à-dire il tue en effet le poème et l'expression poétique. Déversant sur la page la formule du trempage, les lettres qui propagent des plumes que l'on morcelle. Qu'on nous laisse trois merveilles, les poésies qui veillent, les versets de la veille et le sang qui ruisselle. Dire ma libération, fronde aux aberrations, ô ma fatale passion, dire art que je cisèle. Écrire toute ma musique, raffinement mnésique, exaltation physique, écrire art qui s'excelle. Très bien, merci. Alors là, on sent bien que vous cherchez à libérer la poésie. Mais cette façon de libérer la poésie se retrouve également le choix que vous avez fait par rapport à l'écriture du poème. Alors, lorsqu'on écrit des poèmes, quand même, la poésie est un genre littéraire qui obéit à des règles conventionnelles très strictes. Là, vous n'utilisez pas les règles conventionnelles de la poésie, très rarement. Les rimes, la longueur des vers, est-ce aussi une façon de libérer la poésie? C'est aussi un détail très important que je manquais. Oui, parce que, voyez-vous, la poésie a plusieurs facettes. Vous avez la poésie versifiée et la poésie libre. Et vous avez des grands auteurs, des grands poètes qui ont choisi un camp plutôt qu'un autre. Et vous avez des poètes qui sont toujours indécis et qui ne veulent pas toujours décider un côté plutôt qu'un autre. Et là, je résume aussi cette difficulté que vit le poète entre choisir la poésie libre ou la poésie versifiée. Vous constaterez au cours de votre lecture de mon poème, de mon recueil, qu'il y a des poèmes qui sont écrits en vers libre et d'autres qui sont bien versifiés, qui respectent aux règles du classicisme. Donc, c'est un choix très difficile et c'est un choix qu'il faut verbaliser. Et c'est pourquoi j'ai parlé de ce choix du style dans mon recueil aussi. Très bien. Merci Souhaib pour votre très belle intervention. À présent, je vais donner la parole au public pour pouvoir poser des questions à notre jeune invité, M. Souhaib. Merci. Je m'appelle Abdelkader Ismail Okiye. J'aimerais savoir quand vous avez commencé à écrire. Merci, M. Abdelkader. Oui, en effet, j'ai commencé à écrire, à composer d'abord des vers, je dirais de façon plutôt d'une manière d'écrivain à l'université. Mais j'écrivais déjà en école primaire et j'avais remporté en effet un concours d'écriture et de poésie dans le concours de francophonie. Et ce concours m'a fait comprendre que je pourrais avoir un avenir dans l'écriture de la poésie. C'est pourquoi j'ai enchaîné et qu'en classe de 9e, j'avais aussi remporté un autre concours. Avec tous ces concours, je trouvais en effet du courage et de l'espoir pour composer en effet un recueil de poèmes. Le premier recueil que j'avais écrit, c'était déjà en classe de première, mais je n'avais pas soumis à mes enseignants, donc j'ai attendu jusqu'à ce que je sois à l'université et par malheur j'ai perdu le recueil parce qu'il était tout simplement numérique et j'ai commencé à écrire mon deuxième recueil qui est Bribes d'Estance et ce recueil en effet il a été écrit dans plusieurs temps différents, c'est-à-dire j'avais commencé en 2016. Déjà en 2016, j'avais écrit quelques poèmes, en 2017 d'autres poèmes, en 2018 d'autres poèmes. Donc c'est tous ces poèmes qui ont formé ce recueil poétique intitulé Bribes d'Estance. Très bien, merci. Qu'est-ce qui voudrait prendre la parole? Je suis Aboubacar Elias Okiye. Je remercie notre écrivain
d'avoir présenté ce livre d'une manière très claire. J'aimerais demander des questions. La première, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Parce que je lis quelque part, touché par la haine ou l'amour, l'homme commence ou s'engage à écrire. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est sur la question de l'interprétation. Lorsque j'ai commencé à lire ces livres, il y a ma manière de comprendre le livre et la manière que l'écrivain a écrit. Est-ce que dans votre parcours d'écriture de votre livre, vous avez pensé un peu à l'interprétation que le lecteur ait dans son esprit? Et merci en avance. D'accord. Merci à vous. Oui, bien sûr, il y a un certain nombre de sentiments qui poussent l'écrivain à composer ce vers et à écrire ce qu'il a au fond de lui. Donc c'était d'abord des sentiments très forts par rapport à certaines situations et par rapport à certaines circonstances. Et donc ce sont ces circonstances, bien sûr, qui ont fait que je sois aujourd'hui l'écrivain que je suis. Donc quand vous avez un malheur, quand vous avez un événement douloureux qui vous arrive, vous avez le choix de l'accepter et donc d'avancer avec ce malheur et donc d'apprendre de lui. Ou vous avez l'autre chemin qui consiste à être brisé et donc se laisser et donc se donner au destin pour qu'il puisse décider pour vous. Moi, en effet, j'ai choisi le premier, c'est-à-dire profiter de tout ce que j'ai en effet survécu et utiliser ces événements très douloureux afin donc de pouvoir écrire. Et c'est aussi une manière parce que j'ai essayé de dire ces événements même. Et quand vous écrivez tout ce qui vous arrive, quand vous avez un petit journal intime sur lequel vous composez les petites notes journalières que vous traversez dans votre vie, vous vous sentez plus à l'aise. Parce que vous avez un ami, un confident, c'est la page, c'est en effet votre cahier. Votre cahier, c'est comme un ami qui vous comprend, un ami auquel vous pouvez vous fier, un ami qui reste près de vous et qui vous comprend. Donc, j'ai considéré en effet que le cahier, c'était la seule personne à qui je pourrais me fier. Et je sais que tout au long de ma carrière scolaire, j'avais à chaque fois un petit journal intime que je le rangeais quelque part dans mon armoire et que je le laissais à la portée de personne. Même maman, elle ne l'avait jamais vu. Il y avait une fois qu'on rangeait toute la chambre et qu'on l'avait découvert. Et là, quand j'ai su, j'ai essayé de le cacher, tout simplement parce qu'il y avait aussi des notes très personnelles qui porteraient parfois sur ma vie sentimentale, voyez-vous. Et donc, oui, il y a toujours des moments forts qui fassent que l'écrivain dit ce qu'il a à dire. Et il y a aussi une fois que maman m'avait raconté l'histoire d'un poète arabe. Maman est en effet arabophone, juste pour préciser, et donc elle aime trop la poésie arabe. Donc elle m'avait raconté l'histoire d'un poète qui, à ses derniers moments de la vie, lorsqu'il était déjà agonisant, avait donc, parce qu'il n'avait pas écrit, son plus beau poème. Ce poème est toujours lu aujourd'hui et il est considéré comme son chef-d'œuvre, voyez-vous. Donc, quand on est face à une situation très douloureuse, c'est là qu'on accouche les plus beaux mots, tout simplement. Et la deuxième question, la question de l'interprétation, ce que le poète écrit, est-ce que ça peut être accessible au public? Est-ce que parfois c'est différent? Je dis que beaucoup de fois c'est différent. Beaucoup de fois c'est très différent parce que le poète il a quelque chose à dire, le public il le comprend différemment et vous avez aussi les critiques qui quand il fait son travail, il fait découvrir des choses qui échappaient même à l'idée du poète. Oui, le poète il n'est qu'un exprimeur, qu'un phraseur, qu'un accoucheur, voyez-vous, mais l'idée d'interpréter, l'idée de comprendre, d'analyser, donc ce travail appartient librement au lecteur. Et c'est pourquoi dans des grands passages, je laissais une ouverture, en effet, au lecteur pour qu'il puisse imaginer la suite ou pour qu'il puisse comprendre ce que je sous-entends. Merci Souhaib pour vos explications par rapport aux interrogations du public.
nous arrivons au terme de notre émission. Avant de clôturer l'émission, le mot de la fin, M. Souhaib, est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes qui voudraient se lancer dans l'écriture? Oui, je dirais à toutes les plumes en herbe, en pousse, et toutes les personnes qui ont le désir d'écrire et qui ont le souhait et qui ne parviennent pas par rapport, pour de raisons multiples, je leur dirais de ne pas avoir peur, de décrire la peur même dans vos textes poétiques, dans vos textes, de ne pas hésiter, de décrire l'hésitation même, de ne pas être enchaîné par quoi que ce soit, mais surtout de lire, parce qu'on ne peut pas écrire sans avoir lu beaucoup et sans avoir eu un bagage linguistique assez dense et assez riche. Je dirais aussi de ne pas être assez fier de ces écritures au début, de le comprendre qu'elles sont assez humbles, qu'elles sont parfois faibles et qu'elles sont parfois qu'elles ne peuvent pas tout simplement changer la donne dans la société, qu'elles doivent être attendues pendant de longues époques et de longtemps pour qu'elles puissent avoir donc une certaine influence. Donc libérez-vous, exprimez-vous, transposez vos sentiments sur les pages blanches, lancez-vous et vous allez voir que vos écrits méritent l'attention et méritent des applaudissements, tout simplement. Merci Souhaib. C'est sur cette note optimiste que nous allons clôturer notre émission Mots d'ici et d'ailleurs. Un grand merci à notre public qui a activement participé à l'émission. Un grand merci également à notre invité principal, M. Souhaib Ali Youssouf, jeune pousse de la littérature djiboutienne d'expression française. Un grand merci à vous, téléspectateurs. D'ici la prochaine émission, bonne lecture.